Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Il y a quelques jours de l'examen à l'Assemblée nationale de la réforme constitutionnelle. Nous allons évoquer les deux articles du projet. Après les attentats de novembre, ces articles concernent l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme. Alors pour en discuter, sont réunis sur ce plateau Kéra Bouziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la 3e circonscription de Côte d'Or. Jean-Baptiste Lemoine, en face de vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Lyon et probablement, puisque vous êtes le seul candidat, futur président du parti dans le département. Paul Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la Ligue des droits de l'homme que vous représentez ici. Et Frédéric Paillard, bonjour. Bonjour. Secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors avant de parler du fond de la réforme, un mot sur sa première conséquence, la démission de la ministre de la Justice. C'était mercredi dernier. Opposée à la déchéance de nationalité, Christiane Taubira a évoqué un désaccord politique majeur. Elle est remplacée par le député du Finistère, Jean-Jacques Urvoas, un proche du Premier ministre Manuel Valls. Kéra Bouziane, vous regrettez ce départ de Christiane Taubira, qui était quand même la figure emblématique de la gauche dans ce gouvernement? Oui, je la regrette. Au-delà du fait qu'elle était la figure, je regrette la femme, la ministre qu'elle a été. Ses compétences, son talent oratoire, mais aussi sa force de conviction. C'est ce qui fait qu'elle est partie d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que du coup la majorité se rétrécit encore un peu plus? Écoutez, je ne l'ai pas mesuré, on verra bien. Et est-ce que ça vous paraît logique quand même ce départ pour la cohérence gouvernementale, comme ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement? Je pense que quand on n'est pas d'accord effectivement avec la ligne d'un gouvernement, le mieux, et c'est ce qu'elle a fait, c'est de ne plus en faire partie. Elle a pris ses responsabilités. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Elle l'a prise avec courage et dignité. Jean-Baptiste Lemoine, la droite perd sa cible privilégiée finalement là. Écoutez, fin du feuilleton de façon provisoire, parce qu'elle avait quand même considérablement contribué à l'alimenter, ce feuilleton, tout au long du mois de décembre. Feuilleton de son départ, vous voulez dire? Oui. Feuilleton sur les mesures qu'avait annoncé le président de la République et qui étaient refusées par une partie de sa majorité, et ils sont même de son gouvernement, ce qui était quand même assez hallucinant. Maintenant, nous, ce qu'on attend surtout, c'est qu'il soit mis fin à cette politique de désarmement pénal qu'elle a conduite quand même avec cette loi en 2014, et puis elle avait des choses dans les cartons aussi qui, pardon, mais voilà, ne paraissaient pas aller dans le bon sens. Donc maintenant, on attend de voir sur les actes, Monsieur Urvoas. Vous êtes d'accord avec votre collègue de Lyon, Guillaume Larrivé, qui disait qu'elle a été la pire ministre de la Justice de la Ve République? En tout cas, je suis d'accord avec lui pour dire qu'elle a contribué vraiment à prendre des mesures pénales qui, à mon avis, n'allaient pas dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, voilà, je pense que le nouveau a du pain sur la planche et on est prêt à y contribuer aussi. Paul Garrigue, la Ligue des droits de l'homme s'oppose à ce projet constitutionnel en organisant notamment aujourd'hui une série de manifestations dans tout le pays. Quel regard vous portez sur la démission de la ministre de la Justice? Vous avez un avis en tant qu'association, grande association? Alors, moi, je dirais un point de vue personnel. On pourrait dire quelque part, ça rassure de se dire qu'il y a des gens au niveau de responsabilité qui font passer leurs convictions avant leur carrière. Après, si on prend d'un point de vue plus politique, ce qu'on peut trouver inquiétant, c'est qu'on a eu 2 personnes dans ces gouvernements qui sont démarquées sur la question de la défense des droits de l'homme. Cécile Duflot, par rapport aux propos xénophobes, en tout cas nous les analysons comme tels, tenus par M. Valls sur les Roms, et Mme Taubira sur cette question, et que les 2 ont été obligés de partir, et ça nous semble inquiétant, parce qu'il nous semble que c'est important qu'il y ait des gens qui défendent et qui aient un poids sur des vigilances sur les questions de liberté et de droits de l'homme. Mais elle ne pouvait plus le faire de l'intérieur, visiblement. Il faut le croire. Frédéric Paillard, est-ce que vous êtes satisfait, vous, du départ de Mme Taubira? On sait que votre syndicat n'était pas vraiment sur la même ligne qu'elle. Je pense que les syndicats représentant les policiers, quels qu'ils soient, ont un avis qui est quand même assez particulier, puisque cette ministre-là a quand même pris quelques mesures qui ont complexifié d'une part la procédure pénale. Les collègues sur le terrain demandent un allègement de la procédure, demandent à ce que le droit
des victimes soient respectées et demande surtout à pouvoir travailler en sécurité. Donc, malheureusement, sous l'ère de Madame Taubira, qui est, il faut le noter quand même, une femme de caractère et de conviction, le geste fait pour les serviteurs de l'État et les auxiliaires de justice que sont les policiers n'a pas été celui qu'attendaient nos collègues sur le terrain. Et du coup, vous êtes satisfait que ce soit Jean-Jacques Urvoas, spécialiste des questions de sécurité, dit-on, qui la remplace ? Écoutez, nous on attend, plutôt qu'un remplacement, on attend un changement, puisqu'on veut vraiment des signes forts. Le président de la République, après les événements et notamment au mois d'octobre, alors que la gronde policière se faisait sentir, a pris des engagements. Donc maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement et du ministre pour que ces engagements soient tenus et que les policiers, gendarmes et personnes chargées d'assurer la sécurité et la justice en France puissent travailler, on va dire, dans des conditions qui soient acceptables et que, effectivement, la justice puisse passer. Cara Bouziane ? Moi, je réfute un peu les arguments qui viennent d'être avancé. On lui a toujours fait ce procès de laxisme, mais quand vous analysez les chiffres, ça n'est pas le cas. Et je crois que ça n'est pas l'émission pour faire le bilan de Madame Taubira. Pour faire le bilan de Madame Taubira, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, et en termes de moyens, alors peut-être que la police, et ça je suis d'accord avec vous, les moyens de la police sont encore insuffisants, mais il faut savoir d'où on revient. Quand on sait quand même qu'il y a eu... J'aime pas trop accabler la majorité d'avant, mais il y a eu quand même des pertes de moyens dans la police, dans la gendarmerie, qu'on essaye de rattraper. Vous avez raison tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que c'est lent pour remonter la pente, mais ça n'est pas du fait de Madame Taubira. Ça a été la ministre qui a obtenu le plus de moyens en termes de magistrats, en termes dans la pénitentiaire, et les directeurs de prison aujourd'hui. Le budget de la justice a augmenté. En tout cas. Il a augmenté. Ça, quand même. Il a augmenté. Relativisons Aujourd'hui, il a augmenté de 450 millions d'euros, alors qu'il a augmenté d'1,5 milliard pour le ministère de la Culture. Donc, dans la série des arbitrages, aujourd'hui, on peut les pas dire que directeurs. c'était un grand succès. Aujourd'hui, le directeur des centres pénitentiaires lui rendent hommage et reconnaissent toutes les avancées qu'elle a pu apporter. Bien, alors on ne va pas faire donc le bilan du ministère de la Justice sous Madame Taubira. En tout cas, elle a démissionné car elle était donc opposée au principe de la déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme, on va dire ça comme ça. Il faut que le gouvernement trouve une solution pour que cette réforme soit adoptée aux 3/5 des sénateurs et des députés qui seront donc prochainement réunis en congrès à Versailles, comme ça a été le cas d'ailleurs au lendemain des attentats du mois de novembre. Le texte a été remanié cette semaine, la commission des lois à l'Assemblée nationale l'a adopté jeudi, et il n'y a plus de référence à la binationalité. On avait beaucoup fait de débats sur ce sujet-là. Est-ce que du coup ça vous convient, Madame Bouziane ? Alors, la déchéance de la nationalité, l'objectif de ce texte, c'est quoi ? C'est de lutter contre le terrorisme. Est-ce que cette proposition va faire en sorte que l'on ait moins d'actes terroristes sur notre territoire? Moi, je ne suis pas persuadée, parce que quand vous voyez que ceux qui commettent les actes sont prêts à se faire sauter eux-mêmes, ils sont prêts à mourir, j'aime pas dire à mourir au combat, parce que ça n'est pas un combat, ils s'attaquent à des gens qui ne sont pas armés. Et donc, quelle est l'utilité de cette déchéance? Maintenant que le fait de ne plus préciser pour les binationaux, ça n'exclut en rien que ça les concernera au premier chef. De toute façon, puisque quand ils ne seront pas binationaux, on ne peut pas les rendre apatrides, mais quand ils seront binationaux, on leur enlève la nationalité française, donc ils deviennent étrangers. Et donc ça revient au même. Ça revient exactement au même. Des Français qui étaient Français et qui doivent être Français à part entière vont à un certain moment être différenciés des autres Français, et ça, je ne l'admets pas. Monsieur Lemoine, est-ce que c'est admissible, ça ? Que vous dire, si ce n'est que, en fait, depuis l'annonce faite par le président de la République au Congrès, en réalité, on assiste à monsieur bricolage. François Hollande, c'est monsieur bricolage. Chaque semaine a apporté son lot de déclarations des uns, de positionnement des autres, et par conséquent de tentatives de rafistolage pour essayer d'obtenir une majorité au sein de sa majorité et une majorité tout court. Et du coup, c'est une demande de la droite, ça, et du quand coup, même. Non, mais ce que je veux dire, écoutez, nous, sur la déchéance de nationalité, on n'a aucun sujet de principe. Mais ce qu'on a vu, c'est que le président, lorsqu'il a mis ça sur le tapis lors du Congrès,
il pensait faire un coup, il pensait prendre la droite au piège pour l'obliger à voter. Et en fait, le piège, on se rend compte qu'il se retourne contre la gauche, qui s'est retrouvé totalement divisé sur le sujet. Et donc, moi, j'ai envie de dire, y compris là dans la nouvelle rédaction, c'est très, très malin, très florentin, parce qu'il essaye de concilier tout le monde. Il essaye à la fois il faut obtenir les 3/5. Il essaye de récupérer une partie de sa majorité en enlevant la référence aux binationaux dans le texte même de la Constitution. Mais en réalité, vous avez raison, madame, ça s'appliquera à eux, prioritairement, dans la loi ordinaire. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on ne peut pas créer la patrie. Donc, facialement, on donne des arguments aux frondeurs pour se rallier. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est au détriment du fond. Parce que quand on lit le texte précisément, alors c'est du droit, mais cette déchéance de nationalité, dans la nouvelle version soumise par le gouvernement, eh bien, on précise, c'est lorsqu'une personne a commis un acte terroriste. Ça veut dire qu'en réalité, on restreint la loi existante. Aujourd'hui, la loi ordinaire existante sur la déchéance de nationalité est plus large que ça. Et donc, voilà, pour facialement donner des arguments à sa majorité, le gouvernement est en train de rétrécir le champ de cette déchéance. Bon, voilà. Ça va l'élargir à ceux qui commettent des délits aussi. À certains délits. À certains délits. Alors, à certains délits. On ne sait encore pas lesquels. Les délits les plus graves, a dit le... Si je peux me permettre, reprendre, Monsieur Lemoigne, j'aimerais que vous évitiez d'utiliser le mot de frondeur. Nous sommes des parlementaires avant d'être frondeurs. Alors, si des parlementaires doivent être muselés, à quoi ça sert d'aller siéger ? Non, mais moi je suis le premier à être très indépendant, vous savez, j'ai été élu indépendant, etc. Alors... Mais le fait est que je suis étonnée que les parlementaires socialistes se sont autoproclamés eux-mêmes. Non, moi je ne me suis jamais étiquetée de frondeuse. Mais alors, on devrait tous se réjouir, les sénateurs et les députés, qu'on ait un débat et qu'on représente ceux qui nous ont élus, c'est-à-dire le peuple. Attendez, on est après le 13 novembre. Au-delà du débat, ce qu'on attend, c'est de l'action. C'est véritablement des mesures. Justement, mais c'est des mesures concrètes. Enfin, je parle sous le contrôle de mon voisin. Il y a besoin d'outils, il y a besoin de perquisitions, il y a besoin d'adapter la loi et pas la déchéance. Pour un certain nombre d'actions. Alors justement, c'est via l'état d'urgence. On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on finisse sur la déchéance. Paul Garrigue, votre regard, j'imagine que vous êtes opposé, mais est-ce que, pour le symbole, est-ce que c'est révoltant d'enlever la nationalité à un Français qui finalement s'attaque à la France et à ses valeurs ? Si vous voulez, le problème, comme tout le monde l'a dit, même ceux qui le défendent, ça sert à rien. Oui. Bon. Après, c'est un symbole. Et le symbole qui nous choque vraiment, c'est que ça met... Alors, en prenant par rapport à des crimes parmi les plus horribles et à partir de l'indignation légitime de la population, on met le doigt quand même dans la remise en cause de principes fondamentaux, c'est que tout citoyen, quel que soit le crime qu'il a commis, tous les citoyens doivent être jugés de la même façon et sanctionnés s'ils ont commis des crimes de la même façon. C'est le principe d'égalité devant tous les citoyens, de tous les citoyens devant la loi qui est corné, et ça, quand on met le doigt dedans, c'est toujours dangereux. Donc ça ne sert à rien, comme je l'ai dit. Et deuxième chose aussi qui nous a beaucoup choqués, c'est quand même stigmatiser une partie de la population. C'est laisser entendre qu'une partie des citoyens de ce pays, en général parce que leurs parents sont nés ailleurs, parce que c'est le cas de la plupart des binationaux, enfin, quoique, et puis il y en a aussi d'autres pour d'autres raisons, mais qu'une partie des citoyens serait à considérer autrement ou serait plus dangereux, parce que rien ne prouve. Les criminels qui ont été retrouvés dans ces affaires n'étaient pas des binationaux. Mais c'est quand même mettre le doigt, menacer... Là, il y a eu beaucoup de binationaux, pas forcément français, mais belgo-marocains... par rapport à la France, non. Mais c'est quand même pointer du doigt une partie de la population. Et c'est particulièrement dangereux, parce qu'aujourd'hui, nous disons que bien la dernière chose à faire, aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, c'est de stigmatiser une partie de la population, stigmatiser ceux qui sont de telle origine ou de telle religion. Alors vous savez que ceux qui le défendent... Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, si on veut dire il faut unir l'ensemble de la population sur des valeurs démocratiques. Et c'est pour ça que c'est ça surtout qui nous semble dangereux, le message qu'il y avait derrière. Alors, il y a certains, et même parmi les binationaux, dont certains sont très connus, sont même ministres, je pense notamment à la ministre de l'Éducation nationale, qui disait, elle, ne pas se sentir visée, puisque ça ne visait que des terroristes. Bien sûr. On peut le considérer comme ça aussi, peut-être. Vous êtes binational aussi, je crois. Tout à fait. Et c'est vrai que je ne me sens pas concernée, seulement je ne veux pas que... Et ça, faites un reportage sur le terrain, vous verrez comment les binationaux le vivent, même s'ils n'ont rien à se reprocher.
Et on parlera après de l'état d'urgence et on verra. Madame Bouziane parlait tout à l'heure de l'utilité. C'est vrai que, est-ce que pour votre syndicat, ça peut avoir une utilité, cette déchéance de nationalité? On voit effectivement que la plupart des terroristes meurent eux-mêmes dans leurs attentats. C'est un outil dont il va falloir évaluer la pertinence et la réalité d'application sur le terrain, parce que je pense que c'est encore quelque chose qui va être très difficile à mettre en œuvre, et c'est quelque chose qui, dans l'application de ce qui va en être fait, va revenir d'une part à la justice, où on a déjà des gens qui travaillent déjà dans des conditions, Madame la députée l'a dit tout à l'heure, qui sont quand même un peu extrêmes, et nos collègues sur le terrain qui sont censés faire appliquer les décisions de justice et faire respecter les lois vont se trouver devant quelque chose qui va être très compliqué pour eux, puisque là, c'est quelque chose qui touche quand même à des symboles, et c'est vraiment très particulier de manipuler ce genre d'outils. Donc après, évaluer la pertinence s'il est mis en place, on ne pourra le faire que quand le cas se présentera réellement. Après, quelque part, on peut penser que si la décision est prise et si éventuellement elle venait à être mise en œuvre, c'est peut-être une chose qui peut permettre d'éviter ce qu'on a connu tout au long de l'année 2015. Peut-être ce sera évaluable dans 20 à 25 ans, au plus tôt quand même. C'est-à-dire quand un criminel sortira de prison. On a beaucoup de choses qui sont à évaluer sur le temps, puisque je vous rappelle quand même qu'il existe encore des commissions des platanes et des choses comme ça dans nos institutions. Donc forcément, sur des problèmes comme ça, je pense qu'on va quand même attendre un moment, oui, avant de juger de la pertinence de la chose. Non, mais ça veut dire qu'on va aujourd'hui arrêter quelqu'un qui va être jugé, qui va être condamné à 20 ans, 25 ans de prison, et c'est à la sortie de ces 25 ans de prison qu'il sera déchu de sa nationalité. Madame la députée, une simple question. Pensez-vous que 20 à 25 ans de prison, et pensez qu'une personne qui a tué 140 ou 150 personnes sorte, au bout de 25 ans, la remettre dans la rue, en liberté, simplement comme ça? Est-ce que vous pensez, madame, qu'on en est déjà à ce niveau-là? C'est un autre problème. Alors, pour le moment, ils se font sauter la tête. De toute façon, on les retrouve en miettes. Pas tous, madame. Pas tous. Justement. Alors là, on retrouve des complices. Là, ça revient au vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Sécurité. La sécurité et les moyens à donner. Et là, je vous rejoins, mais c'est pas la déchéance de la nationalité qui va les dissuader. Justement, la première des choses, d'ailleurs, quand on les voit sur certaines vidéos sur les écrans, la première des choses qu'ils font, justement, ça va jusque-là. Ils brûlent leur passeport français. Alors vous savez, à partir du moment où ils ont déjà fait le geste, de brûler leur passeport, c'est ce que j'allais vous dire. Le geste de brûler le passeport et de brûler le drapeau français, je pense que c'est des symboles quand même. C'est que cette nation-là et cette nationalité ne leur convient pas et ne leur va plus. Après, on peut faire ce qu'on veut. Pour conclure là-dessus, les terroristes, effectivement, souvent prennent des cibles symboliques. On l'a vu avec Charlie, on l'a vu en s'attaquant à des lieux de vie. Donc effectivement, même si ce n'est qu'un symbole, je pense que le symbole, il doit être assumé. Et je le dis alors que c'est une proposition qui est faite par le président de la République. Donc moi, j'ai aucun état d'âme pour voter le symbole, parce que symbole contre symbole, il y a un moment, il faut qu'on montre que on redresse la tête, on laisse pas faire, et que celui qui s'exclut de lui-même, on l'exclut nous aussi. Vous validez l'idée qu'un symbole qui va diviser et distinguer un Français par rapport à un autre. Et est-ce qu'une peine touchant aux droits civiques vous mettrait d'accord? Justement, j'allais dire, symbole pour symbole. Si on s'intéresse à l'histoire, à la libération, pour un certain nombre de collaborateurs, il y a une déchéance des droits civiques. Mais à l'époque, on n'a pas dit on déchoit des droits civiques selon l'origine des gens, les gens étaient déchus des droits civiques par rapport aux crimes commis. Ça peut être quelque chose de dire, ça peut exister. Et si on dirait qu'il peut y avoir une peine, parce que l'essentiel c'est quand même que les gens soient arrêtés, mis hors d'état de commettre d'autres crimes et sanctionnés pour ce qu'ils ont fait. Si à l'issue de tout ça, il doit y avoir une déchéance des droits civiques, c'est quelque chose qui peut avoir un sens, et je vous dis qui a été fait contre les collaborateurs à la Libération, mais qui aurait un sens de dire... Ça a été évoqué cette semaine. Tout crime identique a une sanction identique. Et nous, ça nous semble essentiel parce que c'est un principe fondamental de la République et d'une démocratie. On pourrait l'entendre. Si ce n'avait pas été annoncé officiellement par un président de la République en congrès au lendemain des attaques. Parce qu'en réalité, tout recul est une capitulation symbolique aussi. Et c'est pour ça que, même si conscient des limites de ce dispositif, moi je le voterai. Voilà. Mais justement, juste un mot, tout recul. Le fait que 10 pèlerins
qui remettent en cause et qui nous font aller jusqu'à modifier la Constitution, c'est déjà un gain pour eux. C'est déjà quelque chose à mettre à leur profit. Et ça, c'est quand même lamentable. Et pour vous rejoindre, le problème, c'est que cette décision, elle a été prise sur le feu. Elle va vite. À la va-vite, on est d'accord. 2 ou 3 jours après. Le sang de nos morts n'était pas sec. Le sang de nos morts n'était pas sec. Voilà. Et est-ce que c'est pas mieux d'attendre et de prendre du recul avant de prendre des décisions? Moi, en tout cas, c'est ma conception des choses. Techniquement, par contre, on est bien d'accord que ça peut être une peine complémentaire, puisque la déchéance de droits civils, civiques et de famille s'applique dans le droit commun, que ça soit appliqué ou non au cas de terrorisme, n'est pas quelque chose qui soit totalement fantasque et totalement démesuré, puisque les tribunaux sont souverains et c'est eux qui décideront. Donc après, ça sera à la justice, ça sera au garde des Sceaux de l'époque de prendre les mesures et de faire ce qu'il en voudra. C'est un peu, quelque part, c'est un peu un code de bonne conduite, et si c'est appliqué et que c'est efficace, on saluera éventuellement le courage de certains de l'avoir fait, et si c'est pas appliqué et que c'est pas efficace, eh ben, on en tirera les conséquences qu'il faudra. Alors, venons-en à la prévention plutôt, c'est-à-dire à l'état d'urgence qui est censé nous prévenir de nouveaux actes terroristes. Alors cette semaine, le Conseil d'État a refusé votre demande, la demande de la Ligue des droits de l'homme, de suspendre l'état d'urgence, comme vous lui demandiez. Pour rappel, l'état d'urgence doit prendre fin le 26 février, mais le gouvernement veut encore le prolonger une deuxième fois pour 3 mois. Vous êtes déçu que le Conseil d'État n'ait pas suspendu cet état d'urgence, Paul Garrigues ? Évidemment, bon, c'est pas une totale surprise. Non. Je crois surtout ce qu'il faudrait, parce que je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes dessus, et qu'il y a souvent une confusion dans le public entre les mesures indispensables d'exception et de protection face à un danger et l'état d'urgence au sens légal du terme. Parce qu'il faut rappeler, on en est, les gens ont fait le calcul, depuis 86 à la 10e loi antiterroriste. Mais ça, c'est très français d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a un drame, dans l'urgence, sur le coup de l'émotion, on fait une loi. Ceux qui l'ont fait, on dit c'est très bien. Et après, au crime suivant, on dit ah ben non, ça ne servit à rien, il faut en faire une nouvelle. Ça revient ça quand même. Et nous, ce qui nous quand même frappe, c'est qu'on ne voit pas. Autant c'est évident qu'il fallait probablement même qu'un état d'urgence sur le coup. Évidemment qu'il faut un certain nombre de mesures d'exception face à des crimes exceptionnels, un danger exceptionnel. Mais faut-il pour autant, et c'est d'où ça la question, faut-il pour autant faire un certain nombre de restrictions aux libertés dont personne n'a montré qu'elles empêchaient de lutter contre le terrorisme ? Je suis désolé, quand on dit il faut assigner à résidence des militants écologistes qui peut-être avaient fait des bêtises ou quoi, je n'en sais rien. Et ce n'est pas la question. Les moyens légaux, s'ils avaient commis des délits, ils existaient. Tant que j'en ai commis, je me garderais bien de le dire. Mais on nous Vous voulez dire qu'on profite de l'état d'urgence ? Les outils existent. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y a des crimes ont pu être évités, ce n'est pas les mesures de l'état d'urgence qui ont fait, ils existaient autrement. Et on ne nous a pas montré que ça évite. Par contre, on a dedans un certain nombre de mesures restrictives des libertés dont on ne voit absolument pas le rapport avec le terrorisme. Alors, on va les détailler. Frédéric Paillard, est-ce que cet état d'urgence, depuis qu'il est mis en œuvre, c'est-à-dire dès le lendemain des attentats, si je n'abuse, très, très, très peu de temps après, est-ce qu'il vous a permis de travailler mieux ? C'est la question fondamentale, finalement. Donc l'efficacité des perquisitions administratives a quand même été démontrée, puisque de l'argent liquide dans certains endroits, des armes, et malheureusement, des produits stupéfiants ont été découverts en quantité assez importante. Sur le fond, ça permet aux collègues qui sont saisis d'une situation de potentielle radicalisation ou éventuellement d'une possible commission d'un acte terroriste d'intervenir rapidement. On n'est pas obligé d'être dans le cadre de la loi qui dit entre 21h et 6h, les perquisitions sont impossibles, les interventions sont impossibles. Je rappellerai quand même que les derniers faits se sont déroulés un peu en dehors des heures légales, puisqu'il était 22h à Paris. Donc on était vraiment en dehors du temps légal pour que l'action de la justice telle qu'elle existe actuellement puisse fonctionner. Par contre, sur l'état d'urgence, la prolongation de l'état d'urgence, à mon avis, de 3 mois, risque en plus quelque part d'être peut-être prolongée un peu plus. Il faut qu'on s'habitue à vivre avec ça, puisque je rappellerai que pour les forces de sécurité,
on a une échéance qui va se dérouler en France du 20 juin au 20 juillet, qui est la Coupe d'Europe de football. Oui, on voit mal l'état d'urgence s'arrêter avant. Quand on voit l'objectif qui était affiché par les terroristes la dernière fois, et qu'on sait qu'on va avoir des matchs sur tout le territoire français, on peut s'inquiéter. Et ça, quelque part derrière aussi, pour nous, forces de sécurité, c'est un problème qui est vraiment particulier, puisque nos collègues sont vraiment au bout de ce qu'on est capable de faire. Karouzan. Alors l'état d'urgence, bien sûr, il a été décrété au lendemain Et il le fallait. Et il le fallait. Je ne connais pas un Français qui aurait refusé cette situation, d'autant plus qu'on avait des terroristes qui étaient encore de la nature, donc c'était nécessaire. Maintenant, ça dure depuis quand même un moment, et d'ailleurs l'actuel ministre, M. Urvoas, après avoir analysé, parce que on a des points qui sont faits, des bilans qui sont faits, et lui-même a dit que l'état d'urgence s'essoufflait. Alors c'est vrai qu'il a permis à la police de faire un certain nombre d'actions pour aller plus rapide, et il a beaucoup servi effectivement à retrouver des armes, pas forcément en lien avec le terrorisme, mais on aurait pu potentiellement le penser, mais ça met le doigt sur un point, c'est que on n'avait pas suffisamment de moyens policiers. 2, c'est que ça a posé le problème du renseignement aussi. Et ça, ce sont des vrais sujets sur lesquels il va falloir plancher. Le temps passe vite, oui. Jean-Baptiste Lemoyne. Alors, je crois qu'effectivement, on fait face à un contexte qui, malheureusement, va durer plusieurs années. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Xavier Hofer, un criminologue, récemment. Quand il vous raconte ce qui se prépare, et il y a un rapport d'Europol qui est paru il y a quelques jours, qui vraiment, très inquiétant. Et donc, on doit nous adapter à cette donne, adapter notre arsenal législatif. Et dans cette attente, effectivement, l'état d'urgence se justifie. Moi, vous savez, je suis maire de Vallery, une petite commune du Gâtinais. J'ai à Vallery 2 rescapés du Bataclan. Je peux vous dire que quand vous parlez avec eux, sont des héros, parce qu'ils m'ont expliqué comment ils ont exfiltré 25 personnes dans un courte échelle, etc., etc. Eh bien, vous vous dites que dans ces cas-là, il n'y a pas à tortiller, il faut qu'on ait l'arsenal, et temporairement, ça passe par ça. Eh ben, on va parler de cet arsenal dans quelques minutes, mais il va être midi dans une poignée de secondes. Je vous propose de prendre connaissance de l'actualité de ce samedi midi.